Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Tech Lab en ce troisième jour du InCyber Forum 2025. J'accueille sur scène Stéphane Adinger d'Amazon Web Services. Bonjour. Bonjour. Troisième jour et troisième venue et troisième thème de conférence, puisqu'aujourd'hui vous allez nous parler d'IA générative en nous expliquant comment bien démarrer. Et je vous souhaite bonne conférence à tous et je vous dis à tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Donc on va faire un petit peu un état des lieux de l'IA générative pour les entreprises. On abordera la sécurité, mais de manière un peu plus globale aussi, d'autres aspects sur comment bien démarrer. Je parlerai de data aussi, bien sûr, parce que c'est important dans l'IA. Et on regardera, on explorera un petit peu les différents niveaux. Si je regarde un petit peu sur la timeline, donc 2023, ça a été pour beaucoup la découverte de l'IA générative et de sa potentialité, et beaucoup de POC, beaucoup de chatbots individuels aussi. Donc ça a été beaucoup concentré sur la productivité individuelle, des outils pour vous aider quotidiennement à faire des comptes rendus de réunion, à traduire, à faire des résumés, et je pense que tous ici, vous en utilisez quotidiennement. 2024, ça a été l'année de mise en production d'outils sur l'amélioration des métiers, avec du RAG, avec beaucoup d'exemples. Un des plus spectaculaires que j'ai vu, c'était Arkema. Donc Arkema qui travaille dans la chimie. Et un de leurs problèmes, c'est comment s'assurer, quand ils sortent des nouveaux matériaux, qu'il n'y a pas déjà des brevets qui couvrent des matériaux similaires. Et il y a 100 000 brevets par an qui sont ajoutés. Donc faire de la recherche de brevets, c'est quelque chose qui leur prenait 2 semaines. Avec de l'IA générative, avec du RAG, avec un petit peu d'entraînement, ils sont passés de 2 semaines à 1 heure. Et ça, vous imaginez que c'est un gain de productivité qui est juste fabuleux. Et 2025, ça va être plus la question de l'innovation. Parce que quand je parle à des clients, effectivement, l'IA générative est très souvent utilisée à améliorer les processus existants. Donc en gros, faire mieux, plus vite, moins cher. Mais j'invite toujours mes clients à réfléchir l'étape d'après. En quoi l'IA générative va vous permettre de faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire avant. Donc pas juste faire mieux, mais faire des nouveautés, donc de l'innovation. Alors je n'ai pas la réponse, bien sûr, parce que ça dépend de chacun de vous. Je vais quand même donner quelques exemples. Alors je vais prendre nos grands cousins du e-commerce, d'Amazon.com et .fr, avec quelques exemples où justement on est sur des choses qui vont au-delà de juste d'améliorer les processus, mais vraiment de créer des nouveaux services. Il y en a un premier, alors les 2 premiers sont visibles en France. Le premier, c'est Rufus, qui a été sorti il y a quelques mois, qui est un chatbot, qui est sur le site Amazon.fr ou l'application mobile, et où vous pouvez poser des questions pour vous aider à chercher ce que vous souhaitez trouver, à filtrer, à comparer des produits. Mon petit préféré, c'est le deuxième, qui est apparu aussi discrètement, qui est le résumé des avis. Si vous utilisez Amazon.fr, je pense que pour beaucoup d'entre vous, avoir les avis de ceux qui ont acheté, c'est super important. Très souvent, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, et vous pouvez les trier par nombre d'étoiles et ainsi de suite. Mais ça reste quelque chose de fastidieux. Et il y a eu cette idée de se dire, mais en fait, on va utiliser un LLM pour faire un résumé de ces avis. Et ça apparaît en premier. Et ça a eu un impact sur la transformation des ventes qui est absolument colossal. Je ne peux pas donner de chiffres, mais ça se compte avec des nombres avec beaucoup de chiffres. Et un troisième dans le domaine de la santé également, donc c'est plus aux États-Unis avec Amazon Pharmacy, pour là aussi passer d'une prescription, d'une ordonnance qui est en texte, on va dire non structuré, pour aider toute la chaîne derrière à analyser, à modéliser et à comprendre de quoi parle la prescription et justement aider également les clients dans cette idée-là. Mais avant de parler d'IA générative, je vais parler de data parce qu'en fait, je vais reprendre cette image qui est très souvent utilisée de l'iceberg où l'IA générative doit s'appuyer sur des fondamentaux solides. Et ces fondamentaux, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de LLM, c'est d'abord une question de pouvoir accéder à vos données d'entreprise et surtout à des données de qualité. Et c'est comme ça qu'on passe d'un modèle qui est un modèle généraliste qui a des performances, qui est capable de traduire de français à l'anglais ou de faire des résumés, à un modèle qui connaît vos métiers, qui connaît vos processus.
Et en interne, nous, c'est ce qu'on appelle le premier principe de l'IA générative. C'est pas de data, pas de chocolat. Et au-delà de la trivialité, c'est vraiment important parce que c'est déjà, accéder à la data de manière sécurisée, on y reviendra, mais c'est aussi la question de la qualité de la donnée. C'est pas tout de prendre l'intégralité de vos données, y compris les données obsolètes ou incorrectes, et d'alimenter les LLM. Parce que si vous faites ça, vous aurez des mauvais résultats. Donc c'est aussi de repasser sur les données, d'extraire ce qui est obsolète. Et, alors, les LLM peuvent vous aider d'ailleurs à faire ce filtrage, mais surtout à travailler justement cette qualité de la donnée. Et une fois que cette donnée est disponible, après c'est là où on rentre dans l'intégration avec l'IA générative. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, vous le connaissez probablement. Le numéro 1, et c'est dans l'ordre, hein. Numéro 1, faites du prompt engineering. Donc, améliorez vos prompts par rapport à la donnée d'entreprise, par rapport à vos connaissances, et ça permet déjà de dégrossir. En numéro 2, faites du RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, l'idée c'est que vous avez préindexé vos documents dans une base de connaissances avec des vecteurs sémantiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un petit peu, si je fais un parallèle, c'est un petit peu comme si vous preniez vous embauchiez un stagiaire ou un junior qui sort tout juste d'école, qui sait plein de choses, mais qui ne connaît rien à votre entreprise. Et le RAG, ça consiste à se dire, mais en fait, vous avez une requête, une recherche, vous allez pré-extraire tous les bouts de documents qui parlent de ce thème-là. Vous allez fournir à votre junior ou votre stagiaire tous ces documents-là et vous allez lui demander de faire un résumé. Et le RAG, c'est ça. Et ça a cette bonne qualité, c'est que ça évite les hallucinations parce que c'est basé sur des documents précis. Et en plus, ça donne de l'explicabilité puisque avec le RAG, vous avez aussi les sources qui vous permettent d'aller vérifier dans les documents et d'aller aussi éventuellement creuser plus loin. Donc là aussi, 1, prompt engineering, 2, RAG, 3, après, pour aller encore plus loin, fine-tuning. Le fine-tuning peut être intéressant pour avoir des modèles vraiment adaptés à votre business et réduire les coûts. On a un exemple avec Fox Intelligence, qui fait partie de Nielsen IQ. Alors Fox Intelligence, ils analysent des panels de e-commerce sur des emails. Donc l'idée, c'est que, un peu comme un médiamétrie sur les médias, mais eux, c'est sur les achats de e-commerce. Donc ils ont un panel de volontaires qui donnent accès à leurs emails à Fox Intelligence. Et Fox Intelligence va ensuite lire ces emails, extraire les emails de Amazon.fr, de SNCF.com et ainsi de suite, et automatiquement extraire les données. Qu'est-ce que vous avez acheté, pour quel montant, combien d'objets, et ainsi de suite. Et ça alimente des bases marketing qui sont anonymisées, hein, bien sûr, mais donc qui ensuite sont des informations qui sont revendues aux annonceurs. Ils existent depuis des années et ils ont 1 millier de règles pour aller justement extraire dans un email d'Amazon.fr où est-ce qu'on trouve, enfin comment on analyse l'email. Et c'est un énorme travail de mettre à jour et de continuer à maintenir ces règles parce que les formats changent. Vous avez toujours le marketing qui a une super idée de changer le format de l'email et là ça casse tous les automatismes. Et ils ont eu cette idée de se dire mais et si à la place de règles statiques, d'expressions régulières par exemple, et si on mettait de l'IA générative? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé à la fois de l'anthropique avec du prompt engineering et du Mistral avec du fine-tuning. Et on a travaillé avec eux, ils se sont rendus compte que en fait, Mistral avec du fine-tuning donnait des meilleurs résultats et permettait d'avoir un coût inférieur également. Et donc ils ont travaillé là-dessus et long story short, si je donne vraiment le résultat, donc aujourd'hui ils utilisent ça à la place des règles. Ça leur permet de traiter 10 fois plus d'emails. Donc ils sont passés de mémoire de 100 000 emails par jour à 1 million d'emails par jour. Mais surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant ils sont capables de traiter une dizaine de langues différentes en Europe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'un modèle qui ne traitait que le français et qui était difficile à maintenir, à un modèle qui aujourd'hui, nativement en fait, grâce au savoir-faire de Mistral, est capable de s'adapter automatiquement à des changements de format et leur coûte moins cher qu'avant globalement et leur permet d'avoir encore plus de business. Et bien sûr, tout ça, c'est quand vous faites du fine-tuning ou ces éléments-là, c'est pas une fois. Il faut le faire en continu pour surveiller le modèle et l'améliorer. Alors, on va passer là-dessus, je vais quand même parler de sécurité,
Bien sûr, avoir un modèle qui analyse toutes vos données, ça veut dire que vous donnez accès à toutes vos données à modèle. Donc, des questions de sécurité se posent. Et ça fait partie du top des questions que j'ai des DSI. Nos principes chez AWS, je pense que vous les connaissez déjà, c'est vos données sont vos données, elles sont chiffrées systématiquement et en plus, surtout, elles sont privatisées. Donc, quand vous utilisez un LLM chez AWS, c'est une instance du LLM qui vous est dédiée. Vos données sont à vous. Et rien qu'à vous, les prompts ne sont rien qu'à vous, les logs ne sont rien qu'à vous. Ce qui est important, c'est que l'utilisation du LLM, les logs, le fine-tuning, toutes ces choses-là, ne sont pas accessibles aux salariés d'AWS et ne sont pas accessibles aux fournisseurs de LLM. Que ce soit des Mistral, des Anthropic, des DeepSeek ou tout ce que vous voulez, en fait, tous ces acteurs fournissent la technologie que nous intégrons dans nos services. Ils n'ont aucune idée de ce que vous faites avec leur modèle. Et c'est normal, parce que ça fait partie de la protection des données. Maintenant, ça pose d'autres questions aussi. Parce que quand on parle de sécurité, il y a effectivement la protection des données, mais beaucoup plus loin. Parce que les modèles sont stochastiques, donc vous n'êtes pas absolument... C'est pas complètement déterministe, déjà. Les modèles peuvent halluciner, les modèles peuvent avoir des biais. Donc en fait, la question de la sécurité se pose un petit peu plus loin, qui est de dire, est-ce que le modèle a un comportement qui est correct par rapport à vos exigences, par rapport au biais, par rapport à la toxicité, par rapport au respect de la propriété intellectuelle. Un débat qui est revenu là, très récemment, de dire par exemple, alors en fait ça ne marche pas sur Amazon Titan, mais par exemple vous demandez de peindre un chat à la manière de Picasso. La question se pose, est-ce qu'il y a un problème de propriété intellectuelle vis-à-vis de Picasso ou pas? Alors, je ne suis pas juriste, je n'ai pas la réponse, mais notre approche sur les modèles est très défensive, qui est de se dire, d'une part, Amazon Titan et les modèles d'Amazon refuseront de répondre à ça, parce que c'est potentiellement un problème de copyright. Et deuxièmement, nous nous engageons justement à ce qu'il n'y ait pas de violation de propriété intellectuelle sur les modèles fournis par Amazon, et nous nous engageons également à vous dédommager en cas de problème justement sur la propriété intellectuelle. Donc ça c'est vrai sur les modèles fournis par Amazon, et après les modèles fournis par des tiers ont bien sûr aussi leurs propres clauses. Quand on parle de biais et d'éthique, il y a une deuxième question. Alors c'est difficile à lire de loin, je vais vous la lire. La question, alors je vais la traduire en français aussi, c'est qui sont les meilleurs conducteurs, les hommes ou les femmes? Je n'attends pas de réponse. En fait, là aussi, si vous posez cette question au modèle, il va vous répondre, en gros, il vous répond que cette question pose des problèmes d'éthique et le modèle refuse de répondre. OK, et vous comprenez pourquoi. Maintenant, supposons vous êtes un assureur automobile. Vous commencez à faire du data crunching et à un moment, vous vous posez cette question, effectivement, d'avoir de la segmentation par type d'accident et ainsi de suite. Et cette question se pose, du coup, en termes d'accidentologie, est-ce qu'il y en a plus pour les hommes, pour les femmes ou pour d'autres critères? Dans ce contexte, la question est complètement légitime parce qu'elle est basée sur de la data, parce qu'il n'y a pas de question de biais ou quoi que ce soit, c'est une question complètement objective. Donc on ne peut pas interdire au modèle ex nihilo, dans tous les cas, lui interdire de répondre à ce type de questions. Ça dépend du contexte. Même chose, en général, vous ne voulez pas que les modèles se mettent à avoir du contenu toxique, offensant. Dit autrement, vous ne voulez pas que les chatbots se mettent à insulter vos clients. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, si vous utilisez un LLM pour aller extraire dans les avis clients du contenu offensant, là, vous voulez que le LLM vous remonte du contenu offensant, parce que c'est ça que vous cherchez. Donc, ce qui est interdit dans un premier contexte est au contraire ce que vous recherchez dans un second contexte. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue, mais c'est plutôt une approche de boîte à outils pour vous permettre de définir, en fonction du contexte, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et ça, on va le voir sur 3 niveaux. Donc quand on regarde l'offre d'AWS, elle est vraiment sur ces 3 niveaux. Et je vais commencer par le bas, qui est vraiment de fournir des services d'infrastructure pour vous aider à travailler sur des modèles d'IA ou d'IA générative, hein, peu importe. Et ça s'appelle SageMaker. Ça existe depuis plus de 6 ans aujourd'hui, la partie SageMaker. C'est utilisé par plus de 100 000 entreprises dans le monde. Et ça fait de l'IA et de l'IA générative, hein, bien sûr.
Donc ça permet aussi d'accéder à des puces, à des GPU. On a bien sûr au catalogue l'ensemble de la gamme des plus élevés, des plus puissantes GPU de Nvidia, G100, les H100, H200 et ainsi de suite. Et on est, je pense, un des plus grands partenaires Nvidia au monde. Mais en fait, nous avons choisi également de fabriquer, de concevoir nos propres puces. Ça s'appelle Trainium et Inferentia. Je vais surtout parler de Trainium et Trainium 2, qui sont aujourd'hui une alternative aux puces, aux plus grandes puces d'NVIDIA. Alors là aussi, vous avez le choix, hein, bien sûr. Mais qui sont utilisées par Anthropic, par exemple. Et Anthropic a fait un témoignage que ça leur permet de réduire le coût d'apprentissage de 30 à 40%. C'est énorme. Parce que je n'ai pas les coûts en précis, mais les coûts d'apprentissage sur des modèles comme Claude, on est probablement dans les centaines de millions de dollars. Donc réduire de 30%, ce n'est pas une erreur d'arrondi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour l'inférence. On a fait un portage à la fois de Claude 3.5 Haiku et de Llama 3.2, si je me souviens bien. Et sur l'inférence, ça va 60% plus vite que sur tous les autres cloud providers comparés. Et vous avez cette option justement pour avoir cet accélérateur-là. Donc, et en plus, ça consomme moins d'électricité. Donc là encore, nous investissons massivement pour avoir pour vous proposer, à vous et aux fournisseurs de modèles, des puces du silicium qui est dédié, qui est optimisé pour ces opérations-là et qui permettent de réduire les coûts et la consommation électrique par rapport à d'autres alternatives. Donc SageMaker, c'est vraiment quand vous voulez rentrer dans fabriquer vos propres modèles. En général, vous allez plutôt commencer par la couche dessus, qui sont des services complètement managés, et notamment Bedrock. Donc Bedrock, c'est le service qui vous permet littéralement en quelques secondes, vous choisissez votre modèle, ça va automatiquement créer un environnement chiffré, privatisé et sécurisé, où vous pouvez ensuite utiliser l'ensemble des modèles que vous voulez pour faire du RAG, pour faire de différentes choses. Oh, oups. J'ai le Wi-Fi qui arrive. Voilà. Tout va bien. J'ai mis un petit extrait de modèle. Notre approche, notre philosophie, c'est de vous proposer tous les modèles qui sont disponibles. Et ça, c'est une philosophie qu'on a sur AWS depuis le début. C'est pas de vous dire il y a un modèle et vous devez utiliser uniquement celui-là. Au contraire, c'est de vous laisser le choix. Et qui dit choix, c'est aussi de vous aider avec des experts, avec des équipes d'architectes solutions, pour vous aider à choisir. Le cas que j'ai cité tout à l'heure avec Fox Intelligence, ils ont utilisé, toujours dans Bedrock, à la fois Mistral et à la fois Claude d'Anthropic. C'est aussi de les accompagner sur les bonnes pratiques et de pouvoir itérer également. On a récemment intégré DeepSeek R1 également, en mode complètement serverless. Et alors, si vous êtes curieux, moi je vous invite vraiment à essayer soit DeepSeek R1, soit Claude 3.7. Il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le reasoning. Et c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que quand vous l'activez, vous voyez le modèle littéralement réfléchir à haute voix. Et plutôt que d'avoir un prompt et une réponse, vous avez des pages et des pages où vous voyez comment le modèle raisonne. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais en fait, par quel parcours il passe. Comment il raisonne. Alors j'ai essayé par exemple la semaine dernière sur DeepSeek, c'est combien de balles de golf peut-on mettre dans un Airbus A320 ? Vous savez, ce genre de petites questions là. Et alors il fait toute la démarche. Il dit, d'abord il évalue le volume d'un Airbus A320, donc il a une estimation, le volume d'une balle de golf, il met ça là-dedans. Puis au bout d'un moment il se dit, ah oui mais il y a des sièges quand même, donc il faut quand même que j'enlève le... Ah non, d'abord il se dit, en fait l'utilisateur m'a pas précisé s'il y avait les sièges ou pas. Donc déjà c'est intéressant parce que ça vous permet de voir là où la requête n'a pas été suffisamment précise et là où le modèle doit prendre une décision parce qu'en fait il ne sait pas. Donc il prend une hypothèse. Après il essaie d'évaluer le volume des sièges, il a du mal. Donc il se dit je vais faire un parallèle avec des bus pour voir quel volume du siège dans un bus pour essayer de le transposer. En gros il n'y arrive pas trop. Donc finalement il se dit bon je vais prendre finalement un Airbus vide hein, puisque j'y arrive pas, je prends l'autre option. Et donc, de mémoire, je crois que c'est 5 millions de balles de golf. Et après, il se dit, oui, mais il y a quand même un problème. Si vous prenez le poids d'une balle de golf, vous mettez tout ça, si vous mettez vraiment 5 millions de balles de golf dans un Airbus A320, il ne décolle pas. Et donc finalement, on voit à la fin de ce raisonnement, il donne la réponse. Deux réponses, en fait, qui dit c'est 5 millions de balles de golf si en volume pur, mais en fait, c'est 300 000, sinon l'avion ne décolle pas.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est pas juste cette réponse-là, c'est vraiment tout le mécanisme de pensée. Donc je vous invite vraiment à regarder ça, c'est absolument passionnant. Pour les développeurs aussi, on a un partenariat avec Poolside, qui est une start-up française qui fait des LLM uniquement pour du codage. Et ils vont bientôt sortir leur modèle Malibu, et qui promet d'être extrêmement intéressant. Donc Bedrock, bien sûr, je l'ai répété, mais je le répète encore, les données sont vos données, c'est privatisé, c'est sécurisé. Rien n'est partagé avec les fournisseurs de modèles, absolument rien. Et rien n'est partagé avec des salariés d'AWS. Vous mettez les prompts que vous voulez, nous n'avons aucune idée de ce que vous faites avec ça. Et surtout, le service s'appelle Guardrails, qui, pour répondre à ce que j'ai donné tout à l'heure, sur éviter la toxicité ou les comportements déviants, donc Guardrails, vous avez utilisé des prompts également et des règles pour décrire ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et Guardrails, c'est à la fois sur le prompt et aussi sur le résultat. Donc vous allez déjà vérifier que le prompt est valide, que vous allez interdire certaines choses, et vous allez aussi vérifier que le résultat est valide. On est même allé un cran plus loin, je n'ai pas de slide là-dessus, mais on est même allé un cran plus loin avec ce qu'on appelle du automated reasoning, donc du raisonnement automatisé. Et c'est une fonction qu'on a sortie en décembre, qui est de dire, quand vous êtes par exemple dans le domaine de l'assurance, vous avez des politiques d'assurance, il y a des choses qui sont couvertes, des choses qui ne sont pas couvertes. Et vous allez soumettre au modèle justement la description de ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert et des différentes règles métiers. Et le modèle va en extraire des règles mathématiques, va modéliser en fait ce que ça signifie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'intègre à Guardrails, c'est qu'ensuite, quand le LLM va fournir une réponse, en fait, on va réappliquer ces règles qui ont été modélisées pour vérifier que la réponse est bien conforme aux règles. Donc dit autrement, que le modèle n'a pas halluciné, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas que le modèle n'a pas inféré quelque chose qui en fait serait contraire aux règles que vous avez définies. Dernier élément, c'est, je remonte dans la pile, c'est vraiment des services qui sont prêts à l'emploi. Donc là, il n'y a même plus besoin d'intégrer, de coder ou d'utiliser des API ou quoi que ce soit. Et ça s'appelle Amazon Q, qui se décline dans différentes formes. Donc je vais passer directement. Donc c'est Amazon Q Business, qui est un chatbot qui intègre du RAG, qui a plus de 40 connecteurs, pour aller sur SharePoint, pour aller sur Google Workspace, pour aller sur Salesforce ou quoi que ce soit, et d'avoir ce que j'ai décrit tout à l'heure, le chatbot qui connaît vos données et surtout qui respecte les règles de sécurité. C'est-à-dire que la grande question dans le RAG, c'est un utilisateur qui fait une requête, est-ce que ce même utilisateur a le droit de consulter les documents qui ont participé à cet élément-là? Dit autrement, est-ce que le RAG pourrait être utilisé comme élévation de privilèges pour accéder à l'information auquel vous n'avez pas droit? Donc la manière dont on le fait avec Amazon Q, c'est dans l'autre sens, c'est de se dire, quand l'utilisateur fait une requête, on mappe ça avec ses droits, qui viennent de l'Active Directory ou d'autres choses, et quand on fait la recherche de RAG, en fait, on ne ramène que les documents pour lesquels l'utilisateur a effectivement les droits de consultation. Et c'est ces documents-là qui vont participer à la réponse. Donc on a Amazon Q Business, Amazon Q QuickSight pour de la BI. Également Amazon Q Developer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour aider les développeurs sur le codage, la rétro-documentation et l'analyse de sécurité. Et enfin, celui que j'aime beaucoup, alors il y a la supply chain, mais c'est surtout Amazon Q Connect pour intégrer ça dans les centres d'appel. Donc ça veut dire, l'idée c'est quand vous avez un agent qui répond au téléphone, il y a de la transcription en temps réel, et c'est surtout de proposer en temps réel, directement à l'agent, les différents éléments, les différents documents ou les recommandations liées au métier qui pourra répondre encore plus vite aux besoins de l'utilisateur. Maintenant, si on regarde un petit peu le futur, les agents, l'agentique, clairement quelque chose qui est en pleine ébullition. Nous investissons massivement, nous nous sommes réorganisés au sein d'AWS pour avoir une direction, une division entière qui ne s'occupe que d'agentique. Et il y a déjà des démos absolument fabuleuses là-dessus. Mais finalement, la question auquel beaucoup de clients nous posent, c'est par où démarrer, comment commencer. Alors peut-être quelques petits conseils. C'est déjà bien sûr de démarrer par les bons use cases. Alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est de faire de l'analyse multicritère sur les use cases.
quelle valeur ils apportent, est-ce que c'est risqué, combien ça coûte, combien ça rapporte, quel est le ROI, quel est le budget. Et vous savez, les portes ouvertes, c'est bien, on peut les enfoncer, mais régulièrement, c'est quand même bien de rappeler des évidences. Une méthodologie toute simple, hein, vous mettez ici sur 2 axes. Sur l'axe des abscisses, la partie faisabilité, donc plus c'est à droite, plus c'est facile à faire. Et sur l'axe des ordonnées, la valeur. Plus c'est haut et plus ça rapporte de la valeur. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous commencez par lequel, d'après vous? Le F, celui qui est le plus en haut et le plus à droite. Sans aucun doute. Et vous commencez vraiment sur cette partie-là. Il y a 2 risques. Si vous prenez d'autres, parce qu'il y a le A qui a énormément de valeur mais qui est très difficile à faire. Le risque, c'est que vous n'y arrivez pas. Et il y a surtout l'autre risque, mais je pense que c'est encore plus grand risque, c'est le H, donc qui est ici, qui est super facile à faire mais qui apporte quasiment 0 valeur. Et ça, c'est un piège. Parce que certes, vous allez peut-être y arriver, vous allez peut-être pas y arriver. Alors si vous échouez sur quelque chose de facile, ça va être très compliqué d'expliquer à votre direction qu'il va falloir faire d'autres cas d'usage un petit peu plus difficiles. Et si vous réussissez, beaucoup diront « ouais, et alors? Qu'est-ce que ça m'apporte ?» Et le ROI, il n'est pas terrible. Donc mon conseil, ne commencez surtout pas par ces cas d'usage-là. Vous les ferez plus tard, mais commencez par quelque chose qui apporte une valeur comment dire, spectaculaire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Arkema, passer de 2 semaines à 1 heure, ça c'est spectaculaire. Et ça, vous pouvez aller devant le comité de direction et expliquer ce que vous avez délivré comme valeur. Donc ça doit faire partie des premiers projets. En 2, c'est de donner vraiment, fournir, de délocaliser justement auprès des équipes, de leur fournir la capacité, les outils. Donc il y a une chose à faire, formation, enfin 3 choses, allez. Formation, formation, formation. Formez vos équipes, donnez leur accès aux outils. On a des tonnes et des tonnes de formations gratuites en ligne et ça permettra de démarrer. Et dernière chose, c'est vraiment de vous faire aider par des partenaires. Des partenaires pour faire de l'intégration, des partenaires technologiques. Tout est ouvert, mais ne restez pas seul là-dessus. Il y a de fortes chances que nos partenaires soient déjà passés par là. Alors, ils sont nombreux, il y en a très nombreux, vous pourrez voir ça en détail. Il y en a beaucoup qui sont ici également. Mais c'est une manière pour vous de démarrer vite et surtout de pouvoir scaler. Parce que, je ne sais pas dans votre organisation, mais je vois beaucoup de grands clients, des cas d'usage, comme j'ai montré, ils en ont des centaines. Et vos équipes vont pouvoir en commencer sur quelques-uns, une grosse dizaine, mais derrière, il va falloir complètement délocaliser toutes ces prises de décision, tous ces projets, et vous faire aider justement par les meilleurs. Merci beaucoup, merci à tous.